Bonjour, je m'appelle Edith Kabouya, je suis autrice, scénariste et fière porte-parole de Communication Jeunesse pour ses 50 ans. J'espère que vous êtes bien installés car cette causerie vous fera vivre un excellent moment. Bonne causerie! Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence causerie du mercredi soir de Communication Jeunesse. Je m'appelle Anne-Marie Fortin, je suis la directrice générale adjointe de Communication Jeunesse. Aujourd'hui, je ne fais que vous saluer. Je vais d'ores et déjà céder la parole à ma collègue Marion Bassy qui anime sa première causerie aujourd'hui dans les causeries du mercredi, mais qui est comme notre recrue vedette. On est vraiment super contents et contentes à CJ que Marion soit là pour faire l'animation. J'aimerais saluer nos trois panélistes de ce soir aussi, Carole, Edith et Patrick, qui vous seront présentés plus en détail par Marion. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente causerie et une belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci Anne-Marie. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Marion Bassy, je suis adjointe au développement à Communication Jeunesse. Et donc, ce soir, comme l'a dit Anne-Marie, j'anime ma première causerie, pas de pression, je suis super contente. Je voudrais profiter de ce moment ce soir pour rappeler quand même les deux missions de Communication Jeunesse qui sont la promotion de la littérature jeunesse franco-canadienne et québécoise et bien développer le plaisir de lire auprès des jeunes. Quelques petits rappels techniques. Donc oui, vous pouvez ouvrir vos caméras. S'il vous plaît, éteignez vos micros pour pas qu'il y ait d'interférence. Et si vous voulez poser des questions au fur et à mesure de la causerie, vous pouvez le faire via le chat de Zoom. Et puis, soit on interrompra le fil de la discussion, soit on les posera à la fin de la causerie. Le titre de la causerie ce soir, c'est « Malédiction, légende urbaine, frisson, l'horreur dans la littérature jeunesse d'ici ». C'est bien à propos en ce mois d'octobre et avec Halloween qui arrive, n'est-ce pas? Donc, avant de poser mes premières questions, je vais présenter nos invités en commençant par Patrick Isabelle, qui est un auteur de nombreux ouvrages jeunesse reconnus par la critique et le public. Il a publié plus de 18 œuvres pour la jeunesse et c'est le créateur de la série d'horreur à succès Anna Caritas, que nous allons sans doute évoquer durant la causerie et dont j'ai un exemplaire juste derrière moi. J'accueille aussi Edith Kabouya. Edith Kabouya qui est auteure, scénariste, traductrice et artiste au cœur de nombreux projets littéraires et cinématographiques. Elle est à l'origine de l'effrayante série Les Maudits, véritable page-turner comme on dit. Et c'est aussi la porte-parole de Communication Jeunesse. Merci Edith d'être ici ce soir. Bonsoir. Notre troisième invitée est Carole Tremblay. C'est une personne qui a endossé de nombreux métiers du milieu du livre, tels que libraire, aide bibliothécaire, critique, directrice littéraire, traductrice, éditrice et auteure. Elle a signé plus de 70 romans et albums pour le jeune public, dont plusieurs ont été récompensés, et travaille aujourd'hui comme éditrice à la courte échelle pour la série Noire, qui nous fait tous frissonner. Merci d'être là. Je vais commencer avec ma première question. Bon, c'est un peu une question fondamentale, mais on se demandait à CJ, est-ce que les enfants devraient lire des histoires d'horreur? Et est-ce que les histoires effrayantes, quelque part, ça aide les enfants à faire face au monde réel? Est-ce que ça leur apprend que c'est normal d'avoir peur? Qui voudrait commencer à répondre à cette première question? Patrick, est-ce que vous voudriez commencer? Là, il y avait comme deux questions dans ta question. J'aimerais avec la réponse dedans aussi. C'est vrai, il y avait des indices pour vous aider. Ben, moi, je peux répondre. Je peux y aller, puis après... Vas-y, Carole. D'abord, oui, les enfants doivent lire des histoires d'horreur, puis ils peuvent en lire très jeunes parce que il n'y a pas forcément des romans d'horreur et des films d'horreur, mais que le fait d'avoir peur, c'est amusant, même quand on est petit. Dans les contes classiques, il y avait des menaces, il y avait des éléments qui faisaient peur et ça a toujours... C'est pas tous les enfants qui aiment avoir peur, mais la plupart des enfants aiment avoir cette émotion forte-là de la peur qui est accompagnée du soulagement. Parce qu'une fois que tu as eu peur, une fois que tu as compris que c'était juste une fiction, le soulagement qui vient avec, et je pense que le sentiment de soulagement qui va avec la peur est aussi agréable que la peur. Je pense que c'est un plaisir. Puis je pense que pourquoi il faut qu'on fasse lire des livres d'horreur aux enfants, même
histoires qui font un petit peu peur aux plus jeunes, c'est parce que c'est le fun, parce qu'ils ont du plaisir à lire, puis que ça stimule le goût de la lecture chez beaucoup d'enfants qui pour certains, des romans traditionnels, ça ne va pas les intéresser, alors que aussitôt qu'il y a un élément de suspense et de peur dedans, ça va les stimuler à la lecture. Donc oui, c'est une bonne chose. Je trouve que les romans d'horreur, c'est un peu l'équivalent des manèges à la ronde. Tu sais, les enfants aiment avoir peur dans les manèges. Les adultes aussi, d'ailleurs. Là. Les gens, en général, je dirais, le monde aime ça, avoir un peu peur. C'est ça, c'est un peu comme l'équivalent des manèges. Puis déjà tout petit, un enfant que tu lances dans les airs puis que tu rattrapes, il a peur de tomber, mais en même temps, il fait confiance. Donc, cette peur et la sécurité qui va avec, et c'est un plaisir. Voilà. Pourquoi? Mais je pense quand même qu'il y a je pense que la raison principale et je crois la seule qui, moi, me motiverait à faire lire des romans d'horreur aux enfants, c'est vraiment le plaisir que ça peut leur procurer de lire ce genre d'ouvrage-là, le plaisir de la lecture qui est associé. Mais je pense que, comme dans ta question, il y avait aussi ces indices-là de est-ce que ça sert à quelque chose d'autre? Ouais, je pense que oui. Mais pour moi, c'est secondaire. C'est tant mieux si à la lecture en plus du plaisir de lire, ils ont aussi ces autres aspects qui viennent avec, comme un peu normaliser la peur. Donc, quand tu lis, tu as peur, tu te rends compte qu'il y a d'autres mondes que toi qui ont peur. Le personnage a peur, toi, tu as peur. Donc, ça normalise un peu tes peurs. Ça renforce un peu ton estime son estime de soi ou son estime de moi, son estime d'enfant. Donc, ça normalise un peu ça. Ça fait que tu te sens moins tout seul à avoir peur, à être peureux. Puis tu dis, il y en a d'autres. Ça te permet d'apprivoiser tes peurs parce que la situation se déroule dans la fiction. La fiction, c'est comme un double de la réalité dans laquelle tu peux aller jouer sans danger. Fait que tu peux être confronté à des monstres qui dévorent les enfants, à des araignées géantes, à toutes sortes de choses qui te font peur, tout en étant en retrait. Donc, c'est comme t'es dans le danger, mais t'es pas là pour vrai. Puis tu sais qu'à tout moment, si ça ne va pas ton affaire, tu peux fermer le livre. Donc, tu n'es pas comme pris dans la vraie situation. C'est comme la fiction est donc une espèce de double réalité dans laquelle tu peux aller jouer sans danger. Mm-hmm. Puis ça permet peut-être d'apprivoiser un peu tes peurs. Je sais qu'il y a des espèces de thérapies maintenant de gens qui vont contrôler leur phobie avec de la réalité virtuelle. Puis c'est comme un peu le même principe. C'est comme tu le mets à l'extérieur de toi, tu es en danger, tu es confronté à ta peur, mais tu n'as pas à vivre réellement la menace qui est dans la fiction. Et aussi, ces histoires-là, ça t'apprend qu'on peut se défendre contre les menaces. C'est-à-dire que dans toutes les histoires, en général, vont finir assez bien. C'est rare dans un livre pour enfants qu'on va tuer le personnage principal et qu'il va mourir. Ça, c'est tellement le fun. Mourir au bout de son sang. Mais donc, tu apprends quand même que les monstres existent, tu apprends qu'il y a du danger dans la vie, tu apprends que la vie peut être périlleuse, mais tu apprends aussi qu'il y a moyen de vaincre cette menace-là par tes propres moyens, par l'imagination, puis aussi par l'entraide avec d'autres personnages dans l'histoire. Merci beaucoup. C'est très intéressant, puis merci d'avoir brisé la glace. Est-ce que Patrick ou Edith, vous aviez quelque chose à dire à ce propos? Est-ce que vous avez envie de rebondir sur ça, sur est-ce que les enfants devraient lire des histoires d'horreur, à votre avis? Moi, non, on ne devrait pas du tout lire des histoires d'horreur. Pas du tout, non, j'adore les histoires d'horreur. Je crois que Carole a comme exprimé beaucoup ma pensée sur le sujet, dans ce sens que je crois que c'est purement et primairement divertissant. Si je me souviens moi-même, quand j'étais jeune, quand je lisais des romans d'horreur, j'adorais ça, avoir peur, avoir des petites sensations fortes. Je crois aussi que c'est un moyen intéressant d'initier les jeunes à la lecture. Souvent, ils vont aller chercher des genres très spécifiques pour embarquer dans la littérature, sinon ça ne les intéresse peut-être pas tant que ça. Mais oui, je crois que les premières raisons, c'est le divertissement, un peu comme pourquoi on irait chercher à regarder des films d'horreur pour avoir des sensations fortes, tout comme à la ronde et tout. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, les livres, c'est un choix. Donc, il y a des enfants qui n'aimeront peut-être pas ça, mais il y a toujours cette espèce de curiosité un petit peu morbide de lire les
collection d'horreur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les livres de Erlstein. Là. Moi, ça me faisait capoter quand j'étais jeune. Donc, ouais, j'en montre beaucoup dans le sens de Carole à ce sujet. Ouais, chair de poule, c'est ça. Patrick, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec Édith et Carole. C'est-à-dire que je pense que c'est une bonne entrée en matière pour attirer les jeunes vers la lecture. Souvent, les lecteurs plus récalcitrants n'auront pas nécessairement envie de lire. Puis je pense que l'horreur est capable de les accrocher facilement parce qu'on aime ça, avoir peur. Surtout quand on est jeune. Moi, j'ai accroché beaucoup à la lecture avec cette magnifique collection-là ici. Il y a plein de monde. Trahi mon âge, je me souviens de ce livre en plus. C'est mon préféré. Là. Je l'ai amené avec moi pour pouvoir le relire, étant donné que je suis dans un chalet un peu creepy sur le bord de l'eau. Alors, la collection Frisson, héritage, moi, j'ai grandi avec ça et c'est vraiment ce qui m'a formé en tant que lecteur et en tant qu'écrivain aussi, je pense. Et je pense que c'est une bonne entrée en matière et ça permet aussi de savoir de quoi on a peur. Parce que quand on est jeune, quand on a 8, 9, 10, 11, 12 ans, on ne sait pas nécessairement de quoi on a peur. Et c'est souvent à travers certaines histoires qu'on apprend qu'on a une phobie assez intense des clowns démoniaques. Donc, voilà. Donc, oui, je pense que tous les enfants devraient lire des histoires de peur. Pas nécessairement les traumatiser, quoique c'est très agréable en tant qu'auteur de traumatiser des lecteurs. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour mieux je crois que aussi. C'est ça que vous dites en sous-texte, c'est que ça, on peut apprendre à mieux se connaître en se confrontant à des peurs dans la fiction, dans la littérature, puis tout en se divertissant aussi. Oui. Je crois qu'il y a quelque chose de thérapeutique aussi dans ce sens. Bon, dans mon cas, c'était pas tant thérapeutique. Je me rappelle, dans la collection Chair de poule, il y avait un lit spécifique. Je me souviens juste de la scène du bain avec des vers de terre. Et moi, j'ai une phobie de tout ce qui grouille et qui fait des vers de terre. Fait que c'était pas tant thérapeutique, mais c'est quand même satisfaisant de partager une certaine peur avec un personnage principal, de savoir qu'on partage la peur de quelqu'un d'autre, d'un personnage, puis on n'est pas seul d'avoir ces petits frissons-là sur un sujet ou sur un truc en particulier. Puis tout à l'heure, tu mentionnais le fait que ce qui était important pour toi, c'était la dimension divertissante aussi de la littérature d'horreur. Puis ça m'amène à ma deuxième question qui questionne votre démarche d'écriture, parce que est-ce que quand vous abordez l'écriture d'un livre d'horreur, vous le faites vraiment en vous disant bon ben voilà, j'ai envie de divertir mon public, de le surprendre, ou est-ce que des fois il y a aussi des questions justement un peu plus profondes où vous avez envie d'aborder un sujet précis, de phobie, de je sais pas, d'inquiétude qui pourrait apparaître chez les jeunes. Comment vous abordez ça, un nouveau projet? Patrick, si tu veux commencer, par exemple? Ça dépend. C'est-à-dire que moi, mon but premier, surtout avec Anna Caritas, c'est de faire peur, point. Fait que je me dis pas, tiens, j'ai traité de ça, un sujet en particulier. Mais c'est sûr qu'Anna Caritas, on traite de spiritisme, d'esprit, de fantômes, de hantises et compagnie. Alors, c'est sûr qu'il y a quand même une certaine dimension un peu plus spirituelle qu'avec le temps, là, je suis rendu à 5 tomes présentement. Là, le 5e va sortir au mois de novembre. Donc, c'est sûr que rendu là, à un moment donné, c'est comme pas le choix de... être couché. Ouais, couche-toi. Oui. La personne qui s'appelle Jessica, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Je l'ai fermé, c'est bon. C'est bon, tu l'as fermé? Merci. Excuse. Elle n'était pas contente. Elle fait peur. Moi aussi, je suis comme, voyons, qui me crie après? Un enfant qui ne s'endort pas, quelle histoire d'horreur. C'est un esprit qui est revenu. Bref, c'est ça qu'il y a tout un côté plus spirituel que j'ai comme choix d'aborder. Au moment où tu parles de l'au-delà puis de ce qui se passe après la mort, tu n'as comme pas le choix de prendre certaines positions puis de parler de ça. Puis en même temps, je trouve ça intéressant à travers l'horreur, à travers les thématiques que j'ai à mes lecteurs, de pouvoir parler de ces questions-là, pour parler justement de spiritualité, de choses comme ça, de deuil, entre autres, puis de plein de choses comme ça. Fait que oui, je pense qu'il y a certains termes qui viennent avec le terrain. Si du monde te faire tuer, que ça ne te fait aucun effet, j'ai perdu mon pari. Mais les romans d'horreur, ça permet d'introduire aussi l'idée de la mort, qui est assez peu présente, sinon, dans la littérature. La violence, les menaces en général, dans un univers où, en général, les enfants sont assez couvés. Maintenant, ils n'ont plus...
on vit dans une époque où les enfants vivent dans des milieux plus sécurisés, on ne peut pas sortir. Moi, quand j'étais petite, j'ai trahi mon âge, on pouvait aller loin dans la ruelle et dans le quartier avant que nos parents viennent nous chercher. T'sais. Maintenant, tout est beaucoup plus balisé. On ne mettait pas de casque sur nos bicycles. On partait en campagne dans le bois longtemps avant que quelqu'un s'inquiète de où ce qu'on était. Mais bon, cette littérature-là permet aussi une espace de liberté qui est moins, accessible, je trouve, aux enfants. Donc, ça permet de vivre des aventures d'aller plus loin que leur cour ou leur chambre ou leur sous-sol. Mais bon, l'idée de la mort aussi, c'est ça que je veux dire que c'est introduit que sinon, on n'est pas confronté beaucoup à ça. C'est un sujet un peu tabou en général en société, avec les enfants encore plus. Avec l'idée que des personnages soient menacés, que leur vie soit menacée, ça aussi, c'est intéressant. Mais ça aussi, je trouve que c'est un problème. Le fait qu'on aime bien dans les histoires d'horreur introduire des fantômes, puis en quelque part, il faut qu'on assume le fait qu'on affirme que ça existe, oui. Alors qu'on n'y croit pas forcément, mais on joue le jeu, encore là, que ça existe juste pour pouvoir faire peur, même si, fait que là, moi, je me demande toujours, est-ce que à la fin, on s'arrange pour faire comme dénouer l'histoire pour expliquer que c'est juste comme une attrape, que dans le fond, quelqu'un avait monté. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Puis là, tu dis, on peut pas jouer ça, mais en même temps, tu sais, affirmer, sinon tu affirmes, tu mets dans la tête des enfants que ça peut exister. Mais bon, en même temps, c'est ça, ils savent que c'est un jeu comme la ronde, les montagnes russes, c'est pas un danger. D'ailleurs, tu tomberas pas, tu vas rester dedans, mais tu vas sortir à la fin. Ils savent que c'est un jeu, mais vous faites quand même en sorte que ce soit le plus vraisemblable possible pour que ça fasse peur. Est-ce que vous faites justement des recherches sur des sujets qui font peur, comme je sais pas, les esprits, ce qui pourrait vraiment, c'est ça, mettre l'enfant dans une situation où il pourrait vraiment y croire, où ce serait vraisemblable? Est-ce que ça aide ça pour avoir vraiment peur? Moi, c'est sûr que je vais pas chercher ça parce que c'est la chose qui me fait le plus peur au monde. Et d'ailleurs, quand j'écris, c'est à la base, mon inspiration est purement égoïste. Je cherche à me faire peur, moi, à écrire le livre que j'aimerais lire. Donc, c'est sûr que là, mon public, avec ma première série d'horreur fantastique, était un petit peu plus vieux. Donc, je cherchais surtout à me divertir, moi, et à me faire peur. Et je réussissais, même si j'inventais des trucs à me faire peur. Je me rappelle des moments que je finissais d'écrire des chapitres et j'arrivais plus à dormir du tout. Donc, je crois que... Non, mais il y a des moments... je me rappelle très bien d'une fois où je travaillais dans un bureau puis j'écrivais une scène dans le noir. Puis là, il y a une panne d'électricité. Puis le bureau était placé dans une ancienne école. Je me suis dit, oh mon Dieu... Ils sont des esprits d'enfants. Je sais pas, j'ai couru, j'avais trop peur. J'ai vraiment écrit tout ce qui me faisait peur. Moi, en tant qu'autrice, ça me permet d'exorciser certaines peurs, mais je me dis, si je réussis à me faire peur, je vais faire peur aux lecteurs aussi. Mais faire des recherches, j'ai toujours cette espèce de superstition de ramener ça chez moi. Donc, j'évite le plus possible des recherches puis le plus possible d'inventer. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs que des fois, j'essaie d'avoir l'air un peu avec certains faits historiques, mais si ça concerne les esprits, les démons, là, j'aime pas chercher ça. Jamais. J'ai toujours peur que ça déclenche quelque chose, comme si j'y crois pas aux fantômes, là, mais tout à coup, c'est vrai. Tout à coup, de jouer avec ça, ça provoque... les attirer, là, tu sais, oui, comme les chiens, là, ils sentent ta peur, donc ils apparaissent, là. Depuis que j'ai entendu ça, j'essaie de pas trop y penser. Donc, en fait, à force de baigner dans ce milieu, vous commencez à vous aussi avoir des images, des pensées qui viennent. Vous êtes vous-même dans votre propre imagination. Il y a des choses qui surgissent, quoi, à force d'être... Moi, je réussis à me donner la chienne moi-même. Edith parlait de ça. Moi, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, pendant que j'écrivais le tome 3 dans le Cactus, il a fallu que j'aille allumer toutes les lumières chez moi, parce que le moindre petit bruit me donnait la chienne. J'étais persuadée que je venais de réveiller quelque chose parce que moi, contrairement à toi, Edith, moi, je fais des recherches puis j'en fais beaucoup. Mon historique de recherche Google, là, la GRC pourrait débarquer chez nous n'importe quand. Là. Des fois, je prends la peine d'écrire « Je suis auteur, s'il vous plaît, ne débarquez pas chez moi. »
Quand tu commences à rechercher Mais combien ça prend de temps un cadavre avant de se décomposer, comment puis-je me débarrasser d'un cadavre, puis tu commences à chercher des affaires de même. Récemment, j'ai commencé à étudier la démonologie, puis ces trucs-là, là, c'est très, très weird. Mais tu sais, je crois qu'il y a aussi un véhicule de... Tu sais, tantôt, tu parlais de est-ce qu'il y a moyen de passer un message et tout. Je ne sais pas de vraiment passer des messages, mais dans ma première série, en l'écrivant, ça se transformait un peu. Je réalisais que c'était aussi parce qu'il y a des esprits et des morts. C'était pour moi aussi de faire une espèce de allégorie sur la peur de la mort, puisque le personnage principal a peur de mourir, a peur de souffrir, donc elle voit aussi des revenants, et c'est de mettre littéralement en image notre peur de l'au-delà, de peur de ce qu'il y a après la mort. C'était une façon intéressante d'explorer le sujet de façon fantastique. Donc, il y a aussi ce chemin-là qu'on peut prendre pour parler de peurs plus concrètes à travers la fiction, à travers le fantastique. Il y a quelque chose de très, très, excusez-moi le terme en anglais, le telling, dans le fait que quelqu'un a peur des fantômes. Est-ce qu'on a peur de l'inconnu, en fait, de ce qui nous attend après? Puis là, on rentre dans les questions un petit peu plus ésotériques, spirituelles. Là, tu viens dans chacun très long. Pourquoi Carole, allez-y. Non, je veux juste rajouter que pour un bon auteur d'horreur, il faut qu'il ait peur. Oui. C'est que moi, oui, il faut qu'il sache, il faut qu'il reconnaisse la peur et qu'il se fasse peur, je pense. Oui, mais on part aussi beaucoup de nos propres peurs à nous pour écrire. Là. Moi, si ça me donne la chienne, il y a des très bonnes chances que ça donne la chienne à un jeune. Oui. Mais je me demande si la même pensée fonctionne, si ça te fait rire, est-ce que ça va faire rire les gens? Je me pose toujours la question. C'est sûr. Moi, je me fais rire moi-même, mais les gens, ils rient pas pour pas mes blagues. Puis pourquoi vous pensez que ce genre littéraire particulier, là, le genre de l'horreur, ça marche tellement bien avec les jeunes? Parce que, Carole, tu disais tout à l'heure que c'était un peu un espace de liberté qu'on leur redonnait à travers cette lecture-là, puis à travers peut-être que ce dont ils n'ont pas accès, puis tout ça. Mais pour vous, là, pourquoi? Comment vous expliquez ça, que ça marche vraiment bien auprès des jeunes? Je crois que c'est une question de sensation forte, une question de quelque chose d'interdit, un peu comme quand tu vas regarder un film d'horreur, tu n'as pas vraiment le droit de regarder. Tu es de 13 ans et plus, tu es comme tu sais que tu as vu des émotions. Je crois que ça revient surtout à ce côté un peu interdit ou un peu tabou de lire quelque chose qui sort de la norme, je crois. Oui, tout à fait. L'émotion forte que tu vis, que tu expérimentes, que dans la vie, on n'a pas tellement l'occasion d'avoir des émotions si fortes. On mange, on travaille, on va à l'école, mais qui se passe vraiment quelque chose qui vient nous sortir du quotidien, complètement nous sortir de nous-mêmes. C'est rare, c'est plus rare. Puis on ne souhaite pas ça non plus, d'être pourchassé par démon. Mais c'est toujours quand même agréable de sortir de ce quotidien-là puis de vivre des émotions fortes, intenses, vivre dans l'intensité. Je pense que c'est ça qui plaît aux jeunes. Puis est-ce que vous pensez qu'il y a des qualités particulières qu'un auteur ou une autrice de littérature jeunesse a besoin d'avoir pour répondre à cet appel-là, cet appel de transgression, tout ça, puis rencontrer son public? Qu'est-ce que ça prend comme qualité, comme compétence, comme recherche? Il faut avoir peur soi-même. Il faut connaître un peu la peur pour être capable de la transmettre, là, je pense. Puis bon, vas-y. Pardon. Vas-y, Edith. Je crois qu'en restant authentique à soi-même, justement se faire sa propre expérience, si on a peur aussi, c'est un bon signe qu'on écrit quelque chose qui vient nous chercher. Mais je crois que c'est de rester authentique à soi-même quand on écrit, parce que c'est sûr qu'on va trouver un auditoire quelconque. Puis là, le reste, c'est technique, là, apprendre à écrire. Ça, je crois que la première base, c'est savoir écrire des phrases complètes. Oui. Mais outre ça, c'est je crois qu'à partir de son expérience, de sa passion, de ce qui nous intéresse quand on écrit, on va aller chercher quelqu'un. Je crois beaucoup, beaucoup à l'authenticité dans l'écriture.
en tant que qualité d'auteur. Je suis parfaitement d'accord avec Edith. Et aussi, c'est-à-dire que pour vraiment les embarquer, non seulement il faut créer une ambiance, mais il faut que cette ambiance-là soit dans un milieu qu'ils connaissent aussi. Donc, c'est-à-dire s'adresser vraiment à eux, puis que l'élément terrifiant soit vraiment dans leur réalité. Que ce soit, moi, Anna Caritas, c'est une école secondaire. Fait que c'est sûr qu'à partir du moment où tu es dans un corridor d'école, puis tu commences à voir des nonnes démoniaques se promener dans un corridor, c'est un peu freak, là. Fait que c'est ça, mais à partir du moment où c'est dans une école, c'est dans un cadre scolaire, puis avec des profs, puis des devoirs, puis des petites amourettes, puis à partir de là, je pense qu'ils s'identifient aussi. Il faut quand même leur parler, puis s'ancrer dans leur réalité, puis faut qu'ils s'identifient à ce que tu t'écris. Ben déjà, à la base, l'école, c'est de l'horreur. C'est ça, en partant c'est comme la pire période du monde, c'est ça. Devoir, oulala. Moi, je me rappelle. J'allais dire, j'aurais une question complémentaire un peu pour Marion. J'ose poser une question. Oui. Mais en fait, je vous pose la question comme auteur, puis à Carole aussi comme directrice littéraire. On parle des qualités que ça prend, mais il me semble que dans le roman d'horreur en particulier, mais dans la littérature aussi, quand on écrit en général, il y a des pièges dans lesquels on peut tomber, puis il y a des clichés, puis il y a des situations qui ont déjà été racontées, puis il y a des choses qui font moins peur parce qu'on le sait déjà. Il y a des enfants qu'on se demande tout le temps pourquoi ils ont averti personne de ce qui se passe, fait qu'il faut toujours trouver une raison pourquoi ils ont... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis moi, je vous dirais... d'un point de vue très personnel, si j'essaye de commencer à écrire, ça me bloque. Tu sais, je me dis, moi, ça me fait peur, mais il me semble que c'est comme une petite peur ordinaire. Tu sais, il me semble, est-ce que ça va faire peur aux autres? Est-ce que c'est trop cliché ce que je raconte? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Soit quand on écrit ou quand on accompagne les auteurs dans l'écriture. Ben, tu sais, si je pense à justement le livre qui m'a le plus dégoûté d'horreur de Allison, que c'était juste littéralement des vers de terre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de si ça me fait peur, ça ferait-tu peur à quelqu'un, des petites peurs? Il y a toujours quelqu'un qui est dégoûté par quelque chose. Je crois que, même au-delà du genre, la fantastique, il n'y a pas d'idée originale dans la vie. C'est la façon qu'on le raconte qui est originale. On en a vu, on en a lu des livres sur les zombies, sur les monstres, sur les esprits, mais il y a toujours quelqu'un ou une façon d'écrire ou une façon de raconter qui est différente. C'est ça qui est original. Et quand tu aimes déjà le genre, tu vas aller chercher d'autres histoires du même genre pour vivre d'autres émotions, d'autres expériences. L'originalité, à la base, ça n'existe pas. C'est la façon qu'on l'expérimente. Puis si pendant toutes ces années-là, on a eu des histoires sur, mettons, les fantômes, il y en a encore plein d'années à venir sur les histoires de fantômes. Je suis toujours émerveillée par exemple, le fait qu'on puisse encore raconter des histoires de zombies et encore être impressionné et être surpris. Donc, pour moi, c'est même pas... si toi, tu veux écrire de quoi et que t'es bloqué, genre, juste écris-le, c'est sûr que tu vas trouver un public. Il y a toujours un public pour ça. Mais c'est difficile des fois de démêler qu'est-ce qui est un code de genre de qu'est-ce qui est un cliché. Puisqu'il y a des trucs qui reviennent, tu sais, des types de personnages, des types de méchants. Puis des fois, c'est ça. C'est dur, mettons comme moi, comme directrice littéraire, des fois, sur certains projets, il me semble ça, comme on l'a déjà trop vu. Il faut essayer de le présenter autrement ou de l'amener un petit peu ailleurs ou de donner un autre angle. Parce que... le zombie, on l'a déjà vu, le vampire, on l'a déjà vu. Fait que faut qu'il y ait quand même une petite couleur particulière, que tu donnes une couleur particulière à ton histoire ou à ton personnage. Mais c'est sûr que c'est difficile de sortir complètement et de renouveler le genre. C'est pareil comme avec les histoires d'amour, c'est pareil. Il y a comme, après, tout est dans la façon de le raconter. Puis d'essayer de trouver sa couleur à soi qui va donner... va ajouter une petite touche de nouveauté à cette histoire déjà un peu codée. Mm-hmm. C'est vrai que je suis d'accord avec toi parce que les maudits, basically, c'est vraiment une histoire de vampire, mais je voulais pas créer une histoire de vampire, fait que j'ai inventé des maudits, mais comme tu lis la description, on dit des vampires. Mais c'est sûr qu'il y a des clichés, puis c'est sûr qu'on tombe tous dans des pièges, là. Mais je pense qu'il y a moyen de les écrire de façon originale en partant de l'émotion des personnages puis en vivant vraiment avec les personnages qu'eux vivent. Puis à ce moment-là, ça devient une toute autre
une toute autre expérience pour le lecteur aussi. Puis c'est normal qu'il y ait des clichés, c'est normal que tes personnages soient niaiseux. Moi, j'ai dit souvent, puis on me reproche souvent que mon William, il est cave, puis je suis comme, oui, il est cave. S'il était pas cave, j'aurais pas de livre. Le livre aurait fini après un chapitre. C'est sûr qu'il fait des très mauvais choix. C'est grâce à ces mauvais choix-là que la série existe. Oui, les personnages sont niaiseux. C'est comme dans Scream, qui est un de mes films préférés, quand elle dit pourquoi la fille, elle monte tout le temps les marches au lieu de sortir par la porte. Parce que non, il n'y aurait pas. Faut créer une question. Faut qu'elle marche. Le tueur court. Petit commentaire là-dessus, là. Soyons real. T'entends un bruit chez toi, c'est très rare que tu vas pas aller voir c'est quoi le bruit. On se dit souvent les personnages sont bien calmes, mais c'est un instinct naturel d'aller vérifier qu'est-ce qu'on vient d'entendre au lieu d'aller courir vers l'extérieur. Même moi, je me disais, hey, c'est bien calme, ça se peut que je m'en vais tout droit vers un tueur en série. Pourquoi je m'en vais checker qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, mais donc, il y a une différence entre sortir quelqu'un caché en petite boule dans ton garde-robe. Là. Moi, j'étais du genre à me cacher en dessous de mes vertes. Là. Je ne vais pas faire « Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le corridor? » Non. Mais c'est ça. Il faut que les personnages soient un peu niaiseux. Oui, puis en même temps, c'est ce que les gens aiment retrouver parce qu'un bon livre, c'est aussi un mélange d'originalité et de choses qu'on attend quand on lit un genre. Oui, puis sur le coup de l'adrénaline, on réagit très, très différemment. Souvent, sur le coup de l'adrénaline, de la peur, on va faire des choses extrêmement connes. Désolé du terme, c'est vraiment ça. Des choses qu'on ne ferait pas naturellement. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça, faut que ça, pour être réaliste, il faut que les personnages réagissent de façon niaiseuse. Dans ma tête à moi, du moins. Ouais. Je prends ça en note. Soyez niaiseux. Puis à l'inverse des clichés, est-ce qu'au contraire, il y a des contraintes ou des limites que vous vous posez en tant qu'auteur ou éditrice qui iraient où vous dites là, ça va trop loin. Là peut-être que c'est trop dans l'horreur. Puis, est-ce que vous vous posez ces questions-là des fois? Moi, comme éditrice, j'aime pas quand c'est trop graphique, là, quand c'est trop gore, quand il y a trop de descriptions de... j'aime mieux quand c'est la terreur sournoise, quand il y a une tension installée, puis qu'on ne sait pas d'où ça va venir, ou d'où la menace va surgir, puis que tu marches sur des œufs, puis tu sais pas. Il y a un des romans qu'on a oublié de François Gravel. Je me rappelle pas des titres. Tu n'as rien à craindre des cimetières, il se passe pratiquement rien là-dedans. Il n'y a comme pas d'action, mais tu as toujours l'impression qu'il va arriver quelque chose, puis juste ça te tient en haleine. Puis ça, moi, je préfère ça à des descriptions de cadavres éventrés. Mais bon, après, ça, c'est des choix personnels, puis je pense qu'il y a des jeunes qui vont aimer mieux, qui adorent lire des descriptions de choses éventrées. Mais moi, c'est ça. Personnellement, je trouve que c'est pas la peine d'aller dans la violence gratuite, qu'il y a moyen de faire peur puis de créer du suspense autrement. Mm-hmm. Il y a moyen de suggérer au lieu de montrer. Oui, c'est ça. Je serais plus dans la suggestion que dans la... Mm-hmm. Faire travailler j'écris jamais en me donnant des limites. Je ne pense pas aux limites. Je dis pas que je vais être très loin non plus, mais je pense jamais en ces termes-là. Mais il faut savoir que pour que l'horreur et la peur fonctionnent, il faut aller souvent dans la suggestion parce qu'à la minute que le méchant, l'horreur est révélé, tu ne fais plus peur au lecteur. Exactement comme un film d'horreur. À la minute que tu vois le monstre, l'espèce d'attente et de suggestion ne fonctionne plus. Je me rappelle le film qui m'a fait le plus peur, c'était Le Cercle. On ne voit que la petite fille démoniaque qu'à la fin. Donc, on se tient en haleine tout le long. Fait que je crois que c'est une question d'équilibre entre suggérer et montrer selon ses choix personnels, évidemment, autant pour le lecteur que pour l'auteur. C'est sûr que moi, je m'auto-censure un peu. Là. Moi, les malins, en partant, m'avaient demandé de me censurer parce que je suis du genre à pas me censurer du tout quand j'écris. Fait que moi, au départ, on m'avait dit, ben là, ton public, c'est 9-12 ans. J'étais comme, oh, ouais, je peux pas aller pour plus vieux que ça. Ils m'ont dit, oui, mais il faudrait que ce soit quand même ça. Fait que pas de sang, pas de gore, pas de sexe. J'étais comme, ben là, je fais de l'horreur. C'est le fun, hein? C'est ça. Fait que j'ai commencé soft, puis à chaque tome, j'y vais un peu plus hardcore.
Fait que mon dernier est extrêmement sanglant. On a hâte de voir ça. Carole, mais ça éduque le public, en fait. Donc, tu fais une progression. Ben, ils grandissent avec tes livres. Fait que je me dis, ils ont rendu au 4e, s'ils sont rendus là, ils sont prêts à recevoir ce que je vais leur écrire. Et pour relancer ce que vous dites aussi, juste une petite note au niveau de l'animation. Tu sais, on a beaucoup de personnes dans la salle qui sont des médiateurs du livre, des enseignants ou qui travaillent en bibliothèque. Je pense que ce que vous avez dit, c'est vraiment important dans le travail professionnel parce que il ne faut pas prendre en considération que parce qu'un élève a aimé ou un enfant a aimé un livre d'horreur, il va aimer tous les livres d'horreur. Tu sais, moi, ce qui est gore avec des vers de terre puis des entrailles, ça m'écoeure, je vais arrêter de lire. Ça me fait pas peur, ça me dégoûte. Fait que je finirai pas ce livre-là. Donc, ça peut même être intéressant de proposer des sélections d'horreurs variées. Tu sais, c'est le mois de l'Halloween, ça tombe bien, mais on peut faire 3 piles de livres d'horreur puis dire, déterminer quel genre d'horreur vous aimez. Est-ce que c'est les esprits? Est-ce que c'est les livres dégueulasses? Est-ce que c'est les tueurs en série? Donc, on n'aime pas tous le même... On n'a pas peur tous des mêmes choses. Donc, ça peut être intéressant de le prendre en considération quand on suggère des livres aux jeunes aussi. Oui, on ne tire pas tous notre plaisir de la même source. Voilà. Ben, c'est pour ça, entre autres, dans notre carrière, chaque ton exploite un genre différent. Là. Parce que je voulais pas me promener dans différents styles, puis pas que ce soit tout le temps la même chose, que ce soit tout le temps un tueur qui tue tout le monde, ou un fantôme qui hante la maison. Je voulais changer de... Parce que c'est les mêmes personnages qui évoluent dans toute l'histoire, mais dans des styles différents d'horreur. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, au bout de 4 tomes, si tu n'as pas compris qu'il faut que tu t'enfuis de ta maison, tu mérites peut-être de mourir. Mais comment ça s'est déclenché, ça, cette envie d'écrire particulièrement des livres qui font peur? Parce que tout à l'heure, Edith, tu disais que toi, c'était important d'être authentique, mais du coup, vous avez dû vous écouter à un moment et vous dire, oui, c'est ce genre-là que j'ai envie d'explorer. Comment ça a été déclenché chez vous, cette envie d'écrire dans ce genre-là? Qui veut commencer? Moi, en fait, c'est une commande que j'ai eue. Puis moi, je ne me considère pas comme une auteure de livres d'horreur. C'est accidentel. J'ai fait 2-3 livres qui avaient un petit peu d'horreur dedans, mais ce n'est pas ma grande spécialité. Je ne me considère pas du tout comme une auteure d'horreur, mais on m'a demandé pour la collection, c'est pas les romans noirs chez Dominique et compagnie, il y a plusieurs années, ça doit faire 15 ans au moins. Là. Agnès Huguet, qui était éditrice à l'époque, m'avait demandé d'écrire une histoire d'horreur. Puis j'ai dit, regarde, je suis tellement pleureuse, j'écoute jamais de films d'horreur, je serais jamais capable d'écrire ça. Là. Je vais me faire peur moi-même avec juste la porte pour s'ouvrir. Elle dit, essaye de le faire. Puis là, j'ai essayé de le faire. Puis finalement, ça a marché. Puis c'est ça. Ce livre-là a connu quand même un bon succès à l'époque. Il a gagné le livre Magie, il a gagné le Tamarack. Puis là, je me suis dit, ça marche. Chenoute, il faut que j'en fasse d'autres. Oui, non. Mais bon, c'est pas ma grande force. Mais j'ai commencé par une commande. J'ai été étonnée moi-même d'être capable de le faire puis de faire peur. Puis mon niveau de peur à moi, je dirais que je pourrais pas écrire un roman pour ados de peur parce que je suis trop heureuse pour ça puis je ferais pas peur à personne. Là. Je veux dire, moi, mes peurs correspondent à celles d'un enfant de 8 ans, là, 9 ans. Fait que c'est ça que je suis capable d'écrire. Je suis capable d'avoir la même peur qu'un enfant du 2e cycle du primaire. Et toi, Edith, est-ce que tu te rappelles comment c'est arrivé dans ta vie, cette écriture? Mais ça vient surtout de la lecture que j'avais quand j'étais petite. La première histoire que j'ai écrite, c'était l'histoire du mystérieux lapin rouge, un espèce de Godzilla, mais un lapin rouge qui hantait une ville. Donc, ça a toujours été... j'ai toujours aimé... Je suis vraiment, vraiment peureuse comme fille, mais j'ai toujours aimé un peu cette sensation de peur. Donc, je trouve ça naturel que mon premier roman à vie soit de l'horreur fantastique. J'ai lu tous les films en peur, tous les chairs de poule, tous les livres d'horreur que je pouvais mettre la main quand j'étais jeune. Je les ai tous lus. Je me souviens de cette nuit-là. Je me souviens pas de l'histoire, mais tu as montré la page couverture tantôt, Patrick, tous les souvenirs d'enfance. Je les ai toutes lues au moins 2-3 fois. La babysitter, la girlfriend, tout. Le retour de Bob. Le retour, il y en avait une, là, c'était des jumelles, il y en a une autre, c'est un miroir cassé. Je me souviens, je les ai tous lus. Là. Donc, je crois que c'est
c'est naturel, puis ça revient à ce que je disais, être authentique, que mon premier roman, c'est un livre d'horreur, mais j'ai tellement déversé toutes mes peurs dans cette série-là que j'ai un peu de difficulté à écrire de l'horreur aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que j'ai déjà tout parlé dans la première série, puis moi-même, j'arrivais pas à être originale avec moi-même, parce que j'ai tout exorcisé là, dans les maudits. Mais ça, c'est intéressant justement parce que moi, je voulais vous parler pour finir. Moi, ma dernière question, c'était, ça portait sur vos références. Quels sont les livres ou les auteurs, les autrices qui vous ont inspiré ou qui vous ont marqué dans votre enfance ou plus récemment? Qui c'est qui vous a horrifié dans le fond? Ben moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis vraiment comme Obélix, c'est-à-dire que les frissons, comme je disais tantôt, j'ai vraiment grandi avec ça. Puis c'est vraiment là que le déclic s'est fait, que j'ai compris que la littérature jeunesse n'était pas obligée d'être tout le temps moralisateur avec des morales de « Oh non, nous avons fait l'amour, maintenant j'ai le sida. » Là, ça peut être autre chose que ça. Et j'ai vraiment embarqué là-dedans. Et ensuite, je suis rapidement tombé dans Stephen King. Moi, à 11 ans, je lisais Misery de Stephen King. Aux grandes dames de ma directrice d'école, d'ailleurs. Mais ma mère est un peu intense, puis elle lisait ça, elle. Fait qu'elle était comme, ben oui, tu peux lire ça, je vais te l'emprunter à la bibliothèque, pas de problème. Fait que j'étais en 5e année, puis je lisais Misery de Stephen King dans ma classe, puis la direction était bien. Fait que Stephen King, c'est sûr que c'est une influence majeure. Moi, je voulais devenir le Stephen King du Québec avant que Patrick Sénécal se pointe, puis il me vole la job, mais ça, c'est notre histoire. C'est sûr, les chairs de poule, les frissons, c'est pas que ça me faisait tant peur que ça me faisait vivre des sensations fortes, mais je ne croyais pas vraiment avant qu'un livre pouvait me faire peur, jusqu'à ce que je lise mon premier Stephen King aussi. Là, mais moi, c'était les Tommy Knockers, parce qu'à l'époque, j'avais une phobie des extraterrestres. J'en ai jamais vu, là, mais j'avais une phobie des extraterrestres. J'ai lu les Tommy Knockers et j'étais incapable de dormir. Je ne savais pas qu'avec l'écriture, quelqu'un pouvait te donner la chienne comme ça. Depuis, j'ai un peu exploré les livres d'horreur. Sinon, un livre que j'ai beaucoup aimé, un livre jeune adulte de Carrie Ryan. Le titre en anglais, c'est The Forest of Hands and Teeth. Et c'est un livre sur le genre zombie. Et c'était excellent. J'ai même sursauté pendant ma lecture. Donc, c'est vraiment des références que j'ai fait. OK, l'écriture est capable de m'empêcher de dormir. Je crois que pour tout auteur, autrice, Misery, c'est le livre d'horreur par excellence. Il n'y a pas plus terrible comme idée de se faire séquestrer par un fan en tant qu'auteur. Mais Stephen King, c'est un must, là. Effectivement. Moi, je n'ai pas de référence culturelle en horreur. Je suis beaucoup trop heureuse pour lire des livres d'horreur. Puis quand j'étais petite, moi, Frisson et Chair de poule, ça n'existait pas. On avait des livres plus... Le sida non plus, d'ailleurs, n'existait pas quand j'étais petite. Mais on peut avoir le livre là-dessus. Mais donc, j'ai vraiment très peu consommé d'horreur. Quelques films d'horreur, puis après, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Je suis pas... j'écoute la moindre petite affaire et j'en ai pour 2 Ah, mais les films d'horreur, moi, j'étais vraiment pissou. J'étais pas capable de regarder des films d'horreur. C'est vraiment les romans d'horreur. J'ai compris que j'étais capable de subir des choses comme ça puis de survivre, là, parce que les films d'horreur, je dormais pas. Ouais. Mais je pouvais lire un Stephen King puis dormir à point fermé sans problème. Tu vois, moi, c'était le contraire. Là. Tu sais, c'était vraiment... en fait, pas tant le contraire. Là, je veux dire... les films d'horreur m'empêchaient de dormir. Non. Qu'est-ce que je dis? Stephen King m'a empêché de dormir, sinon les livres ne m'empêchaient pas vraiment de dormir. C'était les films d'horreur. Là, le Freddy Krueger, là, c'était ma terreur de ma jeunesse, là, de savoir que quelqu'un peut venir te terroriser dans tes cauchemars. Puis là, tu te couches et t'es comme... Oh, ça, c'était... Ouais. En tout cas, je vais vous couper parce que le temps file et j'aimerais qu'on ait le temps de pouvoir répondre aux questions des personnes qui sont présentes avec nous ce soir. Et nous avons quelqu'un qui a levé la main. Je pense que c'était vous, Jean-Philippe. Est-ce que vous voudriez poser votre question en votre micro? Bonsoir.
Je m'excuse, j'ai levé ma main, mais en fait, c'est que je ne suis pas familier avec les causeries. Je ne savais pas s'il allait y avoir une période de questions où on pourrait juste s'interrompre. Bonjour tout le monde. En fait, ma question était... j'ai cru comprendre un peu en écoutant les discussions, mais parce que je viens du milieu de l'animation, puis c'est assez précis, puis il y a des balises vraiment claires sur ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire avec un certain type d'âge. Je me demandais où est-ce qu'il y a ces genres de balises-là en lecture jeunesse ou en roman pour ados? Est-ce que ça peut être bumpé de tranches d'âge parce que c'est trop gore? Parce que entre mettons, Patrick Sénécal puis un... Je sais pas, je voulais juste savoir c'était quoi, y a-t-il des codes? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est bien? Je peux le dire, moi, parce que j'en ai pas écrit beaucoup, mais j'en ai géré pas mal. On n'a pas de code, puis à chaque fois, c'est une question qu'on se pose, parce que la collection noire, elle a 3 niveaux de lecture. On dit 1 lune, 2 lunes, 3 lunes, donc c'est 7 ans et plus, 9 ans et plus, 11 ans et plus. Puis à chaque cas, on se pose la question, puis des fois, c'est vraiment, on ne sait pas comment trancher, puis où les mettre. Des fois, on se dit en longueur de texte, c'est 9 ans et plus, mais il y a des éléments dedans qui sont un peu trop troublants, on va le mettre dans 11 ans, mais c'est un peu intuitif, on n'a pas de code très précis. À chaque fois, c'est un casse-tête, en fait. Parce non, que, puis encore là... excuse-moi, juste terminer, parce que les enfants sont tellement différents les uns des autres que qu'est-ce que Patrick lisait en 5e année, mais il y en a qui ne sont pas capables de lire ça avant secondaire 4. Ça fait qu'on met des âges, mais c'est un peu, je dirais pas pigé au hasard, mais c'est comme au meilleur de notre connaissance, puis c'est pas très scientifique comme méthode. Okay. Je ne mets pas tant de balises, moi, parce que je me souviens, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de livres pour adultes. Puis à un moment donné, j'ai découvert Harry Potter, puis j'ai que lu des livres jeunesse pendant que je suis adulte. Donc, quand je crée un livre, je ne mets pas d'âge parce que j'aurais détesté ça quand j'étais jeune. Ma seule balise, je me dis, l'âge de mon personnage principal, au pire. Mais il y a des lecteurs très avancés que lire Richard de Pouce, ça leur fait rien, mais ils vont lire Stephen King. Ça dépend, je crois, de la maturité du lecteur, en fait, le type de lecture. Puis, étrangement, peut-être Anne-Marie, tu as pu le constater, toi, en voyageant à travers le Canada, mais c'est pas la même sensibilité au Québec que dans la francophonie. J'étais allée à l'île du Prince-Édouard dans un salon avec les livres, là, puis on m'a dit il y avait des livres qui étaient bannis ici, ça marchait super bien, il avait gagné des prix et tout ça, avec les livres magie et tout, puis là-bas, il retirait des classes parce qu'à la fin, le personnage tuait le méchant qui essayait de le tuer, tu sais. Puis même, tu ne sais pas s'il existe pour vrai. Mes livres, ça? Les vieux livres sont dangereux à la fin. Puis dans un autre livre de François, d'ailleurs, il y a un chien qui meurt à la fin, et donc ils ont retiré aussi ce livre-là de certaines écoles. Voyons donc. Chien qui mourait. Mais là, c'est parce que c'est des histoires d'horreur. Là, ils ne peuvent pas mourir dedans. Si tu ne peux pas te défendre, si tu ne peux pas... achetez pas des livres d'horreur, il y a quelque part qui est un peu étonnant. Moi, je suis tellement contre. Alors qu'ici, mais la censure existe aussi au Québec dans les écoles. Là. Oui. Ça, c'est clair. Mm-hmm. Mais ça paraît c'est plus criant dans la francophonie, à l'extérieur du Québec qu'au Québec. Mais pour répondre à la question de Jean-Philippe, je pense que un peu comme Edith, ça dépend vraiment de chaque lecteur. Moi, j'ai été libraire jeunesse pendant 12 ans, puis je disais tout le temps, oui, là, les parents disaient, est-ce que ça, c'est approprié? J'étais comme, ça dépend. Qu'est-ce que lit votre enfant? Ça dépend de chaque lecteur. Il y a des enfants qui sont très, très avancés en termes de lecture. Il y en a d'autres qui ne sont pas. Je suis aussi d'avis qu'on a tendance à sous-estimer beaucoup ce que les ados puis les jeunes sont capables de prendre en littérature, puis qu'ils sont capables de lire. D'accord. Moi, je suis rentré en littérature avec des romans assez rough, puis assez violents, puis assez dans ta face. Puis mon éditeur, le MEAC, était comme moi, je suis pas sûr. J'étais comme, non, ils sont capables de lire ça. Ils voient des choses bien pires que ça sur Internet de nos jours. Là. Je pense qu'il faut arrêter de sous-estimer ce qu'ils sont capables de prendre, puis ce qu'ils sont capables c'est ça, ce qu'ils sont capables de lire comme sujet, puis comme propos. C'est pour ça que souvent, on oublie... en tant qu'adulte, qu'on a été des enfants. C'est surtout ça, ma théorie. Oui. Peut-être que comme créateur, une piste aussi, c'est de regarder ce qui se fait, puis de lire beaucoup ce qui se fait, parce que
vous allez constater que dans certaines maisons d'édition, il y a des collections qui sont axées sur l'horreur. On peut penser à la collection noire, on peut penser, on voit chez les Malins, effectivement, avec Anna Caritas, ils ont fait des séries d'horreur, mais c'est pas le même type d'horreur, puis c'est pas le même niveau d'horreur. Si on regarde ce qui se fait dans la collection Passeport ou ce qui se fait dans la collection Frisson, dans la collection Frisson chez Héritage, il y a plusieurs niveaux de peur aussi. Donc, ça peut être un indice d'aller voir ce qui se fait puis de cibler. Tu sais, si vous avez un type d'horreur très gore, ça vaut pas la peine de cibler la personne qui fait le type d'horreur le plus léger, peut-être. Tu sais, vous pouvez aller comme ça un peu, déjà choisir chez quel éditeur vous voulez vous essayer, dans le fond, avec un ouvrage, en allant avec ses affinités. Parce que Carole disait tout à l'heure, moi, je préfère des types de romans où la tension est plus sournoise. Mais les éditeurs sont là et font un travail d'édition, de direction littéraire, un travail de sélection en fonction aussi de leur goût, de leurs intérêts, de leurs préférences. Tu sais, c'est des êtres humains là, qui travaillent à choisir des livres qui vont être publiés. Donc, c'est intéressant aussi de regarder ce qui se fait puis d'aller vers ce qui nous attire le plus plutôt que de s'essayer dans toutes les directions où il y a comme le mot horreur, parce qu'il y a des places où ça ne servira à rien, ça ne correspond pas non plus. Puis, pour répondre à la question du Canada, Carole, j'ai pas remarqué par rapport à l'horreur de mon côté une plus grande censure, mais j'ai assurément remarqué, puis ça l'a changé aussi depuis, moi ça fait 8 ans que je me promène, ça a changé quand même, je sens moins de censure que j'en ai déjà senti, mais il y a aussi le fait que dans certaines provinces, il reste des conseils catholiques, des conseils scolaires catholiques, puis ça peut des fois avoir une influence. Entre autres, moi, c'est plus au niveau d'ouvrages qui parlaient de sexualité ou de sujets tabous. Je me suis déjà fait dire, on ne peut pas parler de ces livres-là dans notre école. Ça a changé quand même. J'ai donné récemment des conférences dans un conseil scolaire catholique où j'ai vraiment pu parler de ce que je voulais puis qui était super intéressé. Mais par rapport à l'horreur, moi, je ne l'ai pas observé comme tel, mais je vais vraiment ouvrir l'œil pour voir si je vois ça. Puis aussi, où au Québec, je vois la même chose aussi, parce que c'est sûr qu'il y a des milieux où ça passe, puis il y a des milieux où ça passe pas. Puis, je pense qu'une bonne piste pour ça, c'est de peut-être diriger aussi les jeunes vers les bibliothèques publiques. Quand ça passe pas dans les écoles, dans les bibliothèques scolaires, de leur dire, ces livres-là, vous pouvez les trouver aussi dans les bibliothèques publiques. Puis justement, des fois, on trouve que les jeunes vont moins dans les bibliothèques publiques, les ados. Il y a des collections là qui sont pas les collections qu'ils ont dans les milieux scolaires, qui peuvent leur faire des fois plus peur que ce qu'ils vont avoir trouvé dans leur école. Donc, c'est une belle façon de poursuivre le parcours de lecteur aussi, puis de suggestion littéraire. Donc, je trouve ça très dommage, la question de censure, parce que souvent aussi, c'est une question de subjectivité, parce que je me souviens très bien avec mon livre Victoire divine, où on parle d'intimidation, puis j'ai déjà lu des critiques et des commentaires à quel point c'est violent, les gens ne devraient pas lire ça, mais en même temps, comme je l'ai dit, j'essaie d'être authentique, et l'intimidation comme sujet, c'est de la violence à la base, et je trouve ça dommage que parce que quelqu'un est secoué par sa lecture, va vouloir interdire les jeunes à lire. Des fois, je trouve qu'on couvre vraiment beaucoup trop les jeunes, alors qu'ils sont capables d'en prendre et capables d'avoir une preuve de jugement. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais je trouve cela dommage de la bannir. De toute façon, l'histoire nous le dit que plus tu bannis quelque chose, plus les gens sont intéressés à savoir de quoi il s'agit. Donc, bannissez-moi, ça me fera plus de vent. Bannissez-moi, je pense que c'est ça que tout le monde bannissez-moi. Mais c'est toujours le problème avec la littérature jeunesse, c'est qu'on ne s'adresse pas directement au public, puis qu'on passe par les intermédiaires, par les prescripteurs, puis que faut franchir, il faut trouver une façon, quand les possibilités de censure, de franchir cette barrière-là pour s'adresser directement aux jeunes. Mais les bibliothèques publiques, c'est vrai que c'est une bonne piste. Mm-hmm. Toutes les personnes qui font de l'animation, je pense que ça rentre dans notre mandat aussi. Tu sais, moi, si je sais que dans tel conseil scolaire, je risque d'être censurée si je veux parler d'un livre d'horreur, vous pouvez être certain que je vais l'apporter. Parce que c'est mon mandat à moi de le présenter quand même. Tu sais, je vais là, tu dis ça, je l'ai amené, mais je ne peux pas vous en parler parce qu'ils ne veulent pas. Là, tu le mets là. Okay. Mais là, c'est ça. Mais faites ça avec les enfants aussi. Tu fais ça avec les enfants, tu montres le livre, puis tu dis ça, là, je pense que vous allez trouver que c'est trop épeurant, je ne vous le lirai pas. Tu le mets de côté, ils vont aller chercher, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Belle. Petite rebelle.
Il est presque 8h30, donc on s'approche de la fin officielle de la conférence. J'aimerais vous demander si vous avez des questions. C'est le moment de les poser à nos invités. Vous pouvez les écrire dans le chat ou juste lever la main. On a une main levée, là? Oui, Valérie. Oui, bonsoir. Hop. Bonsoir. Oui. Bonsoir tout le monde. Bon, je me présente. Moi, je travaille je suis bibliothécaire, animatrice en bibliothèque. Puis, je suis super contente de tout ce que j'ai entendu parce qu'en fait, vous alimentez l'activité que je proposais au 3e cycle sur l'horreur. Donc, je m'excuse, c'est justement, j'aurai une demande après, mais dans un premier temps, je voulais vous montrer que j'ai fait un petit pamphlet avec les collections que les enfants pourront trouver à notre bibliothèque. Donc, effectivement, Monsieur Patrick, il y a votre collection. Madame Tremblay, il y a votre collection. Edith, je suis vraiment confuse. Je vais la rajouter demain. Mais je m'en excuse. Mais ce que j'ai fait pour vraiment pas de problème. Ce que j'ai fait, c'est que moi, je l'ai mise par âge. Donc, ça commence à 7 ans jusqu'à 17 ans. Et en fait, l'objectif, c'est que moi, je vais laisser les enfants regarder les livres. Donc, même s'ils sont en 3e année et qu'ils sont plus à l'aise de regarder un mini passeport, ben, tant mieux pour eux. Puis si ça les amène à aller au-delà de ça, tant mieux. Donc, c'était pour ça que je voulais vous montrer ça parce que finalement, je vous entendais parler puis je me dis, mais oui, il faut leur proposer toutes sortes de choses. Les poisons aussi, bon, c'est plus filles, mais pourquoi pas s'il y en a qui n'aiment pas trop le gore, là. Et évidemment, quand je fais mon animation, je fais de la lecture. Et là, je m'excuse, c'est pas québécois, mais c'est Alvin Schwartz. C'est Histoire effrayante à raconter dans le noir. Alors, je pense que vous devez connaître parce que c'est quand même pas très jeune. Puis, en fait, c'est un condensé des 3 volumes qui ont été publiés aux États-Unis. C'est vraiment des histoires extrêmement courtes pour ceux qui ne connaissent pas. Et oui, il y a un petit peu de sang, là, mais c'est tout à fait lisible. Alors, moi, j'ai une demande à vous autres merveilleux auteurs. Faites-nous-en un comme ça, là, avec des toutes petites histoires qu'on pourrait leur raconter, surtout qu'ils pourraient se lire, eux, les jeunes, entre eux, dans le noir. Et qui leur ferait évidemment quelques petites frousses. Donc, bon, voilà. Alors, Carole, on attend ton appel et des témoins. Des commandes, oui. Je passe des commandes, mais semaine prochaine. Mais merci beaucoup, Valérie, pour votre intervention. Merci à toi, Valérie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir? Non? Tout le monde nous haït, je pense. Hein? Eh bien, écoutez, de toute façon, si on a d'autres questions post-production, on vous les enverra. Avant de vous quitter et de vous souhaiter une bonne soirée, j'aimerais vous remercier, nos 3 invités. Merci beaucoup d'avoir participé à cette causerie et d'avoir répondu à l'appel. J'aimerais vous rappeler la prochaine causerie parce qu'on a une causerie une fois par mois chez CJ qui aborde toutes sortes de sujets. Et la prochaine a lieu le mercredi 17 novembre 2021 à 19h30. C'est toujours à 19h30. Ça va être sur quoi? C'est sur l'introduction aux personnages historiques d'ici par l'album Jeunesse et c'est une causerie bilingue cette fois. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Ariane, si tu permets. Oh, oui. Pendant qu'on est dans les annonces, il y a une causerie à chaque mois et il y a une conférence du soir aussi à chaque mois. Donc, dans 2 semaines, c'est le 3 novembre. C'est moi qui vous recevrai à ce moment avec Prune Liotier de La Puce à l'oreille où on va parler des balados. Donc, l'importance de la balado dans le processus d'apprentissage des enfants, mais aussi dans leur intérêt envers les livres. On peut penser notamment à la Collection Noire qui a fait l'objet d'une balado avec audio, qu'on peut écouter sur audio, que j'ai écouté en allant arroser le jardin et à chaque fois que je vais dans la section des concombres,
je pense aux vieux livres sont dangereux, puis aux images de que la balado me donnait. Donc, soyez là dans 2 semaines, le 3 novembre à la même heure, sur la balado avec Prune Lieu-Titre de La puce à l'oreille. Pardon, j'ai interrompu quelque chose. Épouvantable. Non, c'est moi qui l'ai. Toujours, je tendance à interrompre. Non, mais je voulais juste rajouter, là, on parle toujours des romans, mais moi, je pense que les jeunes, les plus jeunes, les lecteurs, les lectrices d'albums là, de 5 à 8 ans, ils aiment ça aussi. Puis on en fait très, très peu des livres avec des vrais méchants. Puis ça aussi, j'ai pu le constater moi-même par expérience dans les écoles avec certains de mes livres avec des méchants dedans, qu'ils aiment ça et on reçoit très, très peu de propositions d'albums, de courtes histoires avec des méchants qui font peur. J'ai compris le message. Hein? Le message a été passé. Well noted. Il y a de la requête pour la bande dessinée d'horreur dans la conversation aussi. Oui, c'est que la bande dessinée, c'est toujours un beau fantasme, mais ce que ça coûte en travail d'illustration, on a de la misère à... Que ça coûte à faire tout court. Oui, c'est ça. Dans le marché québécois, c'est difficile à monter. Pendant que tu parlais, Carole, il y a une personne qui nous a demandé si on avait des suggestions de BD d'horreur. Non, je sais pas de... L'ancien libraire... Something is Killing the Children, Mathieu Fortin qui vient de dire ça. Là. C'est en anglais, mais c'est fabuleux. Ah oui. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un livre, là, j'ai le titre en anglais, là, il y a Miss Peregrine, Peculiar Children, là, les enfants particuliers de Miss. Est-ce que c'est pas un album en même temps qu'un roman, ça? Ou... Il y avait des photos, un peu comme dans le dernier roman de François Gravel, dans la collection noire, il y a des photos à l'intérieur, okay. C'est pas mal tout. C'est ça. C'est vraiment cool, ça aussi. Ben, c'est parce qu'au départ, le premier tome qui a été fait de ce roman-là, l'auteur, il a acheté une valise remplie de vieilles photos. Donc, c'est des vraies photos qui dataient d'eux. Et lui, il est parti, à partir de ces photos, il a commencé son histoire. Après, dans les autres tomes, les autres photos, il y en a certaines qui sont arrangées parce qu'il faut que ça colle au personnage. Mais au départ, c'est des vraies photos. C'est des photos anciennes là, qui ont peut-être été un peu truquées pour faire un petit peu... c'est trop cool! C'est ça. Donc, au départ, c'était des vraies photos, mais c'était un album, pas un album, mais un roman qui était illustré comme ça. Voilà. Ah, les cousines vampires, oui. C'est pas si effrayant. Quand même. Oui. J'attends de voir s'il y a d'autres suggestions. Il y a des personnes qui donnent toutes leurs suggestions littéraires. On les mettra quelque part. Ça pourrait être une nouvelle liste de suggestions, Anne-Marie, pour notre site web. Oui, mais... pendant le mois d'octobre, ça serait génial. Exactement. On regardera aussi dans la production locale en horreur, ce qui peut se trouver en bande dessinée, entre autres. C'est sûr que, comme l'expliquait Carole, il y a peut-être moins de choix, mais il y a sûrement des choses auxquelles on ne pense pas en ce moment, là, qui vont nous revenir en tête après, au milieu de la nuit, là, vers minuit et demi. On va se réveiller, non pas parce qu'il y a des craquements étranges, mais parce qu'on se rappelle des bandes dessinées d'horreur. Ça y est, je vais pas me coucher ce soir. Ça y est. Ben, merci beaucoup d'avoir participé. Puis, avec plaisir. Il y a une autre question de dernière minute pour Patrick. Est-ce que Anna Caritas continuera encore sur plusieurs tomes? Non. Non, il y a un album à écrire, là. Oui, c'est sûr. Il y a la version manga qui s'en vient. Non, il y a des choses qui s'en viennent, mais non, je ne vais pas étirer ça inutilement pour rien. Comme je disais tantôt, après 5 tomes, si les personnages n'ont pas compris qu'ils devraient s'en aller de cette ville-là. Fait que non, je vais finir ça avant que ça devienne n'importe quoi. Je m'excuse. Je me fais crier beaucoup après, même par mes éditeurs, mais c'est ça pareil. Là. L'avantage, c'est qu'Anna Caritas, c'est une école, fait que rien ne m'empêche de faire rentrer toute une nouvelle cohorte d'élèves dans cette école-là. Puis de recommencer une nouvelle histoire. Là. Ça va être de la romance.
Oui, c'est ça, Anna Caritas de Romance. Ça va être malade. Ça va être comme Twilight, mais en plus cheap. Il y a Annie Lemire qui te demande, Patrick, est-ce qu'il va y avoir d'autres histoires d'horreur de ta part? Ben oui, c'est oui. sûr et certain. Ce ne sera pas Anna Caritas, mais ce sera quand même des histoires d'horreur. T'arrêtes pas ça de même. C'est ça. Non, ça spin là-dedans. Là. C'est sûr et certain qu'il va en avoir d'autres. Là. On a hâte de voir ça, de lire ça. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. En tout cas, les commentaires dans la merci discussion... à tout le monde qui était là. Ouais. Ben oui. Vraiment, les commentaires dans la discussion sont super enthousiastes. Alors, merci vraiment beaucoup d'avoir été là puis d'avoir partagé votre passion et votre intérêt de la littérature d'horreur. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, à la première intervention, j'ai eu envie de commencer à lire et à écrire. Alors, j'ai l'impression que ça aura été inspirant pour plusieurs personnes d'entre nous aujourd'hui. Et j'aimerais... Marie. Ouais. Game. Je te laisse ce challenge. Ben, il y a des choses qui sont déjà notées, je peux dire ça, mais c'est pas fait encore. J'ai le droit au cliché. Oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est vrai. J'en ai parlé à mon neveu, il m'a dit c'est bien cliché ton affaire, puis j'ai arrêté là, j'aurais jamais dit oh non! C'est la pire chose à faire. Mais sans blague, merci. Et j'aimerais qu'on souligne aussi le baptême de feu de notre cher Marion qui était parmi nous ce soir et qui a mené cette causerie d'une main de maître. Chef kiss, Marion. C'est un plaisir de te voir en vrai, Marion. Oui, mais moi aussi. Ça m'a fait très plaisir. J'espère en animer d'autres. Il est parti. Alors, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci. Merci pour votre temps. À la prochaine. Salut.